Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il est l'un des premiers à détenir le permis de conduire nouveau format. Le président du Faso en a profité pour prendre le pouls de l'exécution du projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport au Burkina. Un projet porté par la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Lui sera effectif demain, 28 décembre 2017, le lancement officiel de la TNT au Burkina Faso. Avec notre invité, le ministre en charge de la communication, on saura ce qui va changer avec la télévision numérique terrestre. Le moins que l'on puisse dire, le pari de ce lancement en 2017 est tenu. Et puis un tableau plus sombre dans cette édition, mais nécessaire à dresser. Du 24 au 25 décembre, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir 160 fois sur toute l'étendue du territoire national. Comment se font ces interventions? Quelles sont les conditions de travail des soldats du feu? Élément de réponse dans ce journal. Dans l'actualité également, le Libéria où George Weah est aux portes du pouvoir. Les dépouillements des votes du second tour de la présidentielle sont en cours. Le scrutin, lui, est jugé satisfaisant par les observateurs internationaux. Bienvenue à tous. Des permis de conduire biométriques et de nouvelles cartes grises, voici ce à quoi s'attelle donc la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Pour montrer que le projet avance bien, le nouveau permis de conduire a été délivré au président du Faso en déplacement dans cette direction générale. Les détails avec Salifou Belem et Vincent Kienrebego. Quand le président du Faso se fait délivrer un nouveau permis de conduire, prise de photos, empreinte digitale. Ça se passe à la Direction générale des transports terrestres et maritimes où il a fait le déplacement. Mais c'est surtout pour constater l'exécution du vaste projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport. De nouvelles technologies acquises pour délivrer très prochainement de nouveaux documents en remplacement des permis de conduire et des cartes grises actuellement en circulation. Des documents fournis avec célérité. Et Rochmark Christian Kaboré peut repartir avec son tout nouveau permis de conduire, plus petit, plus sécurisé. Je me réjouis aujourd'hui d'avoir été le premier à avoir mon permis sécurisé, en espérant donc que dans les prochains jours, l'ensemble du peuple burkinabé, pour ceux qui ont des permis de conduire et des cartes grises, viendront s'enrôler. Et cela dans tout le territoire burkinabé, puisque vous avez des sections mobiles qui vont sortir et qui vont permettre aux uns et aux autres de renouveler progressivement leurs différentes pièces de transport. Je me dois de féliciter en tout cas l'ensemble du personnel, le ministère des Transports, Ouverture avec qui également nous travaillons en partenariat public-privé pour cette avancée importante. Une opération de production de masse sera lancée dès janvier prochain avec plus de 3 millions de documents à délivrer. Le projet qui va coûter plus de 15 milliards de francs CFA est exécuté par une entreprise française dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le renforcement de l'état de droit au Burkina Faso, c'est la mission première de la commission constitutionnelle dirigée par Maître Alidou Ouedraogo. Face à la presse, elle a présenté les grandes lignes du projet de la nouvelle constitution. Il n'y a pas de grands changements avec l'avant-projet déjà présenté. C'est ce que nous disent Césaire Carfo et Nyarkiteda. Le plus rien ne sera comme avant. La nouvelle constitution s'appuie sur cette expression devenue célèbre au Burkina depuis fin octobre 2014. Et pour être en phase avec les aspirations des populations, 5 grandes tendances ont guidé l'élaboration de la nouvelle constitution. Un souci de consolidation de l'état de droit, un souci d'équilibre des pouvoirs, un souci de garantir l'indépendance de la justice, de mieux organiser la redevabilité dans la gestion publique et un souci de stabilité des institutions et de transparence du jeu politique. L'équilibre des pouvoirs est choisi à travers le régime semi-présidentiel. La haute cour de justice est supprimée, mais en cas d'acte impuni, les membres du gouvernement vont répondre devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Les pouvoirs du président sont réduits, la constitution lui enjoint même des concertations élargies. La constitution consacre les droits de l'opposition et fait obligation au chef de l'État de consulter l'opposition sur les grandes questions d'intérêt national. Par exemple, le président, pour nommer aux hautes fonctions, doit
requérir l'avis de l'Assemblée nationale. Et le président peut être destitué par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Les Burkinabés de l'étranger vont désormais siéger à l'Assemblée nationale. Et d'une manière générale, les députés n'auront plus de mandat indéfini. C'est-à-dire, de manière continue ou discontinue, vous ne pouvez pas être député plus de 15 ans. Les résolutions votées par les députés seront obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle pour un contrôle obligatoire. La gestion financière de l'Assemblée nationale est soumise à la reddition de comptes et c'est la Cour des comptes qui va contrôler la gestion de l'Assemblée nationale. Le Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant ouvert aux non-magistrats, tandis que le Conseil constitutionnel devient la Cour constitutionnelle. Le document présenté aux hommes des médias a tenu compte des amendements de la diaspora et des populations des 13 régions du Burkina ainsi que du président du Faso. La constitution nouvelle version a coûté environ 413 millions de francs CFA selon les membres du bureau de la commission constitutionnelle. La consolidation de la démocratie est aussi ce à quoi est attaché le Canada. Ce principe va guider les actions du nouvel ambassadeur au Burkina. C'est ce que le diplomate est allé réitérer à la représentation nationale. Le compte-rendu de l'audience à lui accordé par le président de l'Assemblée avec Alidou Badini et Frédéric Étienne Bassenga. C'est une visite de courtoisie que l'ambassadeur du Canada rend au président de l'Assemblée nationale. Présent à Ouaga depuis près d'un mois et demi, il dit être venu féliciter Bala Sakandé, mais pas seulement. C'était une opportunité d'échanger avec lui sur la relation de coopération et d'amitié qui lie le Canada au Burkina Faso, mais également sur les initiatives sur lesquelles nous travaillons conjointement. Le Canada travaille au renforcement de la démocratie au Burkina et appuie le PNDS dans ses volets éducation de base et autonomisation des femmes. Restons encore à l'Assemblée nationale pour parler cette fois du rôle syndical. Le syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire se forme sur l'accomplissement du service public. Dans cette démarche, le SINAPAP s'est compté sur le président Sakandé, Konsoun Koulibaly et Zoubaziel David Dabiré pour le reportage. Le syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire se forme pour mieux défendre les intérêts des travailleurs de l'Assemblée nationale. Les droits et les obligations du syndicaliste sont les éléments clés de cette session de formation. Il était important, évidemment, notamment à la lumière de la nouvelle loi que nous venons d'adopter, la loi donc 038 sur le statut de la fonction publique parlementaire, qui consacre un certain nombre de droits et d'obligations. Il était important que les travailleurs prennent la pleine mesure de cet arsenal juridique-là, afin de se projeter donc aussi dans les missions de service public au quotidien. L'Assemblée nationale est la deuxième institution après la présidence du Faso et selon le formateur Bassolma Bazier, il est impératif pour ce syndicat d'agir quand des textes sont adoptés en vue d'embrigader la liberté et la dignité du peuple burkinabé. C'est de comprendre que l'organisation syndicale qui joue correctement son rôle a 4 fonctions essentielles. La fonction d'éducation, afin de permettre à des militants d'être des modèles professionnels et sociaux. La fonction normative qui amène le militant syndical à comprendre que les lois qui sont votées, les règlements qui sont pris, peuvent avoir des impacts négatifs sur la vie des populations. Et il faut pouvoir les détecter, les combattre. Le 3e niveau, c'est la fonction représentative et le 4e niveau et dernier, c'est la fonction revendicative. Malheureusement, par mes connaissances, beaucoup de gens résument la fonction du syndicat à des questions de revendication. C'est la dernière des fonctions. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, félicite le syndicat pour cette initiative et exhorte ses membres à l'assiduité dans le travail. Le Niger et le Burkina, deux pays liés par la géographie, mais également par un même combat, celui contre le terrorisme à travers le G5 Sahel. Les ministres en charge des affaires étrangères des deux États jugent excellentes les relations qui les lient. Alpha Bari et Ibrahim Yakoubou comptent bien les renforcer. Précision avec Roger Kam et Mounira Kéré. Améliorer la coopération entre le Niger et le Burkina et relever des défis communs, c'est ce qui réunit les ministres des Affaires étrangères des deux pays ici à Ouagadougou. L'un des sujets qui touche aussi bien le Burkina que le Niger, c'est la question de la migration transfrontalière. Le sujet était à l'ordre du jour de cet entretien. Le Niger a rapatrié beaucoup de ses
ses concitoyens. Nous aussi, on a fait de même. Il y en a qui sont encore sur la route pour venir. Et nous aurons une réunion bientôt au Maroc pour encore réfléchir sur des questions encore plus profondes sur cette question de la migration. Vaincre le terrorisme au Sahel est une priorité pour les deux pays. Alpha Bari et son homologue du Niger, Ibrahim Yacoubou, ont surtout insisté sur la gestion du G5 Sahel. Le G5 a mis en place une force conjointe que nous considérons comme une structure importante pour la sécurisation de notre espace. Donc nous avons échangé pour voir comment nous continuerons à travailler pour la rendre opérationnelle, performante et utile pour notre sous-région. Et justement, pour combattre efficacement le terrorisme au Sahel, une rencontre des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense et des états-majors des pays concernés se tiendra dans les prochains jours à Bamako. Une rencontre qui verra la fixation du cadre juridique de la force conjointe. Les participants vont également se pencher sur la gestion des fonds qui serviront à financer le G5 Sahel. En politique, la majorité présidentielle fait le bilan dans les régions du Burkina. À Gawa, dans le sud-ouest, l'alliance des partis de la majorité présidentielle insiste sur les réalisations du programme présidentiel après 2 années d'exercice du pouvoir. Le compte-rendu de ce face-à-face avec les militants est signé de Justin Karambiri et Isia Kanana. C'est un bilan satisfaisant qui se dégage après 2 ans de gestion du pouvoir par le président Roch-Marc Christian Kaboré, selon la délégation de l'APMP. De la consolidation de l'Ankara démocratique, l'indépendance de la justice, la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans le domaine de la santé, la construction de plus de 1000 salles de classe en remplacement des classes sous-payotes en passant par le domaine sécuritaire. Bref, le programme présidentiel s'exécute bien malgré quelques difficultés, foi du chef de la délégation de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez une séparation claire des pouvoirs avec une justice qui est indépendante. Au niveau socio-économique, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de l'énergie, vous avez des acquis majeurs. Zak-Touli récemment qui a été inauguré. C'est un pléthore d'éléments. Nous avons parlé également des acquis du chef de l'État au niveau de la santé avec cette loi sur la fonction publique hospitalière qui va changer le visage du monde médical au Burkina Faso. Nous avons parlé également de la question de la gratuité des soins qui, même si on note ça et là quelques éléments, constitue pour les Burkinabés un gros ouf de soulagement. Pour ces militants venus des 4 provinces de la région du Sud-Ouest, en 2 ans de gouvernance, ces acquis sont édifiants. Les réalisations physiques dans ces domaines, certains domaines dits prioritaires tels que l'éducation, la santé et l'hydraulique. Donc je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits vraiment dans ce sens. Voilà, c'est ce qui vraiment m'a plu. Les 3 années à venir, il va peut-être il va falloir mettre l'accent sur en tout cas l'éducation, la santé, parce que c'est des secteurs vraiment en tout cas qui en tout cas peuvent amener en tout cas à booster le développement de notre pays. Voilà, et au niveau aussi des infrastructures routières aussi. La délégation de l'APMP invite par ailleurs ses militants et militantes du Sud-Ouest à soutenir davantage le président Roch-Marc Christian Kaboré pour une mise en œuvre efficace de son programme présidentiel pour les 3 années à venir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors demain, un grand jour pour vous, un pari tenu, donc le lancement de la TNT au Burkina 2017. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Merci. Je pense que c'est un grand jour pour tous les acteurs qui ont, depuis le début, lancé cette initiative. Il faut savoir que nous aurions dû, depuis le 17 juin 2015, basculer dans la TNT. Et après donc les péripéties sociopolitiques que notre pays a connues, nous avons essayé de relancer le projet. Et donc c'est vraiment avec toute l'équipe du ministère et la société burkinabé de télédiffusion un véritable sentiment de satisfaction qui nous anime à quelques heures donc du lancement effectif donc de la couverture numérique terrestre par la télévision de notre pays. Vous l'avez dit, il y a eu des remous sociopolitiques, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la mise en œuvre de cette TNT après moult reports? Donc, je pense que d'abord il fallait boucler. Vous saviez que au départ, lorsque le processus était lancé, il y avait un consensus ouest-africain pour le financement à travers une banque. Ensuite, ce modèle de financement a échoué et il a fallu donc rechercher des acteurs locaux. Et c'est l'opportunité notamment de saluer le pôle bancaire qui a permis donc de mobiliser ces 22 milliards et 500 millions de francs CFA
qui permettent aujourd'hui d'engager la finalisation définitive du projet. Ensuite, il y a eu d'autres aspects qui sont venus gréver cela. Et même encore aujourd'hui, on a des petits problèmes sur ces aspects-là. C'est la question, par exemple, du foncier. Vous savez que nous avons 35 sites à installer et que dans certaines zones, nous avons discuté avec les communes et qui nous ont donné des sites. Et là, par exemple, il y a 2 sites qui restent problématiques. C'est celui de Tougan et de Yako. Les sites nous avaient été identifiés. Et au moment d'engager les travaux, il s'avère donc qu'il y a des contentieux sur ces sites-là. Et donc, nous sommes obligés de renégocier de nouveaux sites. Donc, si vous ajoutez à cela des questions comme ceux du dédouanement, des questions comme ceux même, les banquiers ont demandé à un moment donné un certain nombre de taxes. Il a fallu discuter avec le ministère de l'économie et des finances, ce qui fait que septembre qui nous avait été, comme nous avions annoncé, nous nous trouvons aujourd'hui en décembre, c'est-à-dire quasiment donc 5 bons mois après, mais nous avons le sentiment que c'est la bonne date en fin de compte. Alors, la télévision numérique terrestre est estimée aujourd'hui à 70%, avec une vingtaine de stations déjà fonctionnelles. On sait que cette TNT est une aubaine pour les promoteurs de télévision, de chaînes télé. Mais qu'est-ce qui va fondamentalement changer pour le consommateur? Pour les opérateurs télé, c'est une aubaine. Parce que je crois que les aspects notamment de transport du signal sur le territoire national seront résolus. Vous savez que jusqu'à présent, à l'exception de la télévision nationale, très peu de télévisions peuvent couvrir par le faisceau hertzien normal notre pays. Il faut forcément passer par le satellite. Ça, c'est un avantage. Et les télévisions pourront se consacrer maintenant sur les questions de contenu. Et c'est l'enjeu fort pour les éditeurs de contenu que sont les télévisions. Pour le téléspectateur, il y a quelque chose qui change. Fondamentalement, d'abord, c'est la qualité. Je pense que la qualité de l'image et du son sont totalement différentes. Mais également, c'est une offre diversifiée. Aujourd'hui, le premier multiplex que nous mettons en place compte à peu près une quinzaine de télévisions. Ça veut dire que normalement, que l'on soit à Batié ou à Orodara ou à Samorogua ou à Dori ou à Falankuntu, nous avons la possibilité d'avoir exactement les mêmes chaînes de télévision. Avec, de façon très simple, normalement, on n'a même pas besoin d'un décodeur parce que si vous avez, comme la loi le spécifie depuis 2013, importé un téléviseur qui a un décodeur intégré, il suffit juste de l'antenne râteau UHF et vous avez ces chaînes-là chez vous à la maison. Alors, plusieurs communications ont été menées par votre département pour expliquer un peu les enjeux de cette TNT. Est-ce que vous avez le sentiment que le message est bien passé au sein des populations? On a fait une partie, mais il faut reconnaître que les gens se posent toujours des questions. Et c'est pour ça que ce lancement qui est placé donc demain sous le très haut patronage de son Excellence, M. Paul Kabatia, Premier ministre, servirait un peu de déclic. Il faut que les gens comprennent que c'est une obligation pour nous, on n'a pas le choix, et que dans 6 mois plus tard, il y aura une extinction du signal analogique. Et donc les différents acteurs, à la fois les consommateurs mais les télévisions, doivent aller vers ce processus-là. Et donc ce lancement-là participe véritablement à remettre au devant et au goût du jour cet impératif-là, qui est un impératif extrêmement enrichissant pour les télévisions en termes de contenu, mais c'est une richesse aussi pour notre pays. Parce qu'en réalité, nous dégageons une fréquence qui va permettre ensuite de développer la 4G, la 5G, et d'avoir donc des retours d'investissement relativement intéressants pour notre pays, parce que c'est des fréquences qui vont se vendre à coups de milliards et qui vont permettre à l'État d'engranger ce qu'on appelle le dividende numérique sur cette question-là. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci à vous. Je rappelle donc que vous étiez sur ce plateau pour parler du lancement officiel donc, de la TNT prévu demain, 28 décembre, à Ouagadougou. À la suite de ce journal, des journalistes et communicateurs engagés dans la promotion des énergies renouvelables mènent donc une réflexion, celle de susciter plus d'engagement des populations aux énergies respectueuses de l'environnement. Daouda Ouattara et Mariam Dao ont suivi un panel organisé dans ce sens. Suivez plutôt. Rôle et contribution des acteurs de la société civile dans la promotion des énergies renouvelables. C'est la thématique qui est au cœur des 4e journées des acteurs de la communication sur les énergies. À travers ce panel, journalistes, communicateurs et OSC veulent mutualiser leurs forces pour plus d'efficacité sur le terrain. Qu'on soit pouvoir public, qu'on soit du secteur privé, qu'on soit de la société civile, nous avons tous besoin de nous impliquer pour que les choses bougent. Voilà. Les besoins sont pressants. Hein. Chaque année, il y a une augmentation de 13% de la demande en énergie. Malheureusement, l'offre ne suit pas. Si on ne se mobilise pas, on va accuser encore davantage de l'État. Et bon, on serait toujours en retard en matière de développement. Pour la vulgarisation des politiques énergétiques mises en œuvre par l'État burkinabé et ses partenaires, ces journalistes et communicateurs entendent jouer pleinement leur rôle. Pour nous, pour les acteurs de la société civile, ils peuvent contribuer à prendre de bonnes décisions au niveau de la SE,
donner leurs avis. Et ensuite, lorsque les décisions sont prises, elles sont des vecteurs pour divulguer ces éléments-là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, mais quand les gens ne sont pas informés, j'ai écouté un peu une fois à la radio quelqu'un qui dit que l'énergie solaire, que ce n'est pas bon courant. Bon, quand vous avez des gens qui disent que l'énergie solaire, ce n'est pas bon courant, et quand ça se divulgue au niveau des villageois, à un moment donné, quand vous allez pour faire des installations solaires, il y a des gens qui disent que non, nous on veut courant de Sonavel, nous on ne veut pas énergie solaire. Et ça, ce sont des éléments qui bloquent le développement des énergies renouvelables. Les premières journées des acteurs de la communication sur les énergies ont eu lieu en 2014. L'initiative est de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'énergie et le développement durable. À présent, voici une démarche qui porte fruit, la gestion des aires et territoires du patrimoine par les autochtones eux-mêmes. Une fédération nationale est née de cette vision qui connaît le soutien de l'association NatureDev. Précision signée Daouda Ouattara et Oumar Zombré. Une nouvelle fédération pour la protection des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire dénommée FENAPAC. Forte d'une dizaine de membres, tous des leaders dans leur communauté, cette fédération nationale a pour but de défendre becs et ongles, forêts sacrées, mares sacrées, bref, des biens culturels, partie intégrante de leur espace de vie. L'idée pour nous, c'est vraiment que les populations puissent s'impliquer dans leur conservation parce que ce sont des zones très importantes pour nous. Cette fédération nationale des APAC a vu le jour grâce au soutien de l'association NatureDev en collaboration avec le Fonds environnement mondial, FEM. Pour le FEM, bailleur de fonds de ce projet, les APAC sont une réponse à un besoin dans le monde rural. Sur le domaine des aires communautaires, il y a presque un vide au niveau national en termes de gouvernance. Il y a aussi un vide en termes d'interlocuteurs qui est capable de porter la parole des acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles. Et c'est pour ça que nous avons trouvé vraiment intéressant d'accompagner l'association NatureDev. Nous, on attend de cette jeune fédération, c'est d'abord de la volonté. Parce qu'en réalité, APAC, le mot-clé en matière d'APAC, c'est la volonté, mais une volonté collective. Que d'abord, effectivement, elles comprennent qu'elles peuvent et qu'elles doivent et qu'elles ont le droit de gérer leurs ressources. Pour le président de la FENAPAC, la tâche, après l'adoption du plan d'action, est de travailler à l'adhésion des différentes communautés qui abritent ces APAC. Elle aussi fait partie du patrimoine terrestre national. La forêt classée de Koulbi est tristement célèbre du fait des feux qui la ravagent fréquemment. Le phénomène intervient généralement en fin de saison pluvieuse et perdure malgré les efforts des agents forestiers. La forêt s'étale entre la commune de Kouéré et celle de Batié, à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Depuis peu, des voix s'élèvent contre ces feux dans la forêt et des engagements sont pris, lesquels suivant ce dossier que signent Madou Ouedraogo et Guesbego Dimitri Badini. Située dans la province de Noubiel, la forêt classée de Koulbi est fréquemment en fin de récolte prise en proie par des flammes. D'une superficie de 40 000 hectares, la réserve forestière s'étend sur la commune de Kouéré et en grande partie dans le département de Batié. Ces feux de brousse, en majorité provoqués par les populations locales, mettent en péril la vie des espèces animales et végétales. Les feux de brousse en tout cas sont récurrents ici. Ça peut être lié à des causes naturelles ou à des actions aussi de l'homme. Si on brûle, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître. Pour le chef de poste en charge de la protection de la réserve, en plus de son importance faunique, la forêt regorge une importante quantité de carbone favorable à la pluviométrie et donc à préserver à tout prix. Cependant, lui et son équipe rencontrent des difficultés pour mener à bien leur mission. Pas de moyens roulants, même la logistique nous fait défaut. Vous voyez, à l'intérieur de la forêt, il n'y a pas de réseau de téléphonie. Et nous avons tout moment de problème. Une fois que nous sommes en forêt, on est coupé de toute communication. Problème également de personnel. Ouais, pour 40 000 hectares, nous sommes 3. Appréhender les auteurs de ces feux de brousse est une affaire pas toujours évidente, d'où des accusations mutuelles au sein des populations. En vue de sauver la réserve forestière, sous l'appui du PIF, le programme d'investissement forestier, des sensibilisations sont menées de part et d'autre dans le département de Batié. Nous-mêmes, on a approché le projet PIF en disant qu'ils n'ont qu'à tout faire dans le mois d'octobre et on va commencer les parfaits. Si on commence les parfaits tôt là, le feu ne peut pas rentrer. Plus la sensibilisation aussi.
Parce qu'il faut sensibiliser la personne, lui montrer l'importance de la forêt. Il faut redoubler d'efforts et continuer avec la sensibilisation à l'endroit des autorités, en tout cas l'accompagnement des services qui sont en charge de la gestion de la forêt. Selon le service forestier, les auteurs des feux de brousse encourent des peines d'au moins 6 mois d'emprisonnement et de paiement d'amende. Et l'acquisition d'un mirador aiderait à avoir une vue plus large de la forêt classée et de mieux protéger les lieux. Ils sont en première ligne lorsqu'il s'agit de circonscrire des feux, notamment en cette période de fête. Les soldats du feu interviennent fréquemment sur nos routes. À Ouagadougou, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir 69 fois rien que pour cette fête de Noël. Comment se préparent ceux-là qui, au péril de leur vie, sauvent les nôtres? Issa Kafando et Draman Dadia nous répondent. Le standard résonne. Un appel anonyme signale un accident de la circulation au quartier Tangen de Ouagadougou, route de Toudou-Ougo. 2 motocyclistes viennent d'entrer en collision. L'équipe d'intervention se met donc en branle, la sirène en alerte. Mais difficile de s'effrayer un chemin pour sauver un homme à terre avec une fracture à la jambe gauche. Riverains et usagers de la route apportent alors secours aux blessés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Bon, comme on a constaté que c'est la rotule qui est sortie, bon, nous aussi, bon, de par nos maigres connaissances, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Bon, Dieu merci, ça a marché. Sinon, si on devait le laisser comme ça jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, bon, on pense que vraiment ça allait être un peu compliqué. Voilà, on est arrivé, trouvé qu'il était couché. Il avait une douleur au niveau du genou. On a placé une attelle et maintenant on doit l'amener à l'hôpital. Sauver ou périr, telle est la devise des sapeurs-pompiers. Ils sont toujours sollicités en cas d'urgence. Des vies, il en sauve au quotidien ici à Ouagadougou, la capitale, où les accidents sont légion, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. En ce qui concerne la ville de Ouagadougou, pour les journées de 24 et 25 décembre, nous avons effectué au total 78 interventions impliquant 69 victimes. Il y a les accidents de circulation, et il y a les évacuations sanitaires, il y a les secours à victimes, il y a les noyades et j'en passe. À l'échelle nationale, les 9 compagnies des sapeurs-pompiers enregistrent 4 décès sur 160 interventions dans la nuit du 24 au 25 décembre, jour de Noël. En attendant d'actualiser les chiffres après le 31 décembre prochain, 2017 a déjà fait 611 décès sur 23 876 interventions. Des soldats du feu parfois ralentis dans leur élan. Et pour cause, l'étroitesse des voies, les embouteillages, l'intolérance ou l'incivisme de certains usagers qui foulent au pied le code de la route. Eux prennent le relais dans les formations sanitaires. Les médecins membres de l'association Sésame d'élite se tiennent aux côtés de ceux qui désirent se faire soigner à l'extérieur du Burkina. La structure a été créée il y a tout juste 6 mois. On en sait plus avec Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Offrir des opportunités aux patients et faciliter les soins spécifiques à l'extérieur du pays sont entre autres objectifs visés par Sésame d'élite, une association de médecins professionnels de la santé. L'information est donnée au cours de cette conférence de presse qui marque le lancement officiel de leurs activités. Le côté évacuation dans le privé, c'est très rare. Donc, il faudrait les amener travailler avec le privé, les assurances, pour qu'ils puissent s'imprégner dans cette dynamique de pouvoir intégrer l'évacuation sanitaire dans leur dynamique, dans leur but commercial. Il faut qu'ils intègrent cela parce que les gens payent en gros beaucoup d'argent, mais ne bénéficient pas, ou leurs parents, familles, ne bénéficient pas de l'évacuation sanitaire. L'idée de créer une telle association est née d'un constat. Un constat fait en Europe sur les difficultés que rencontrent les patients par manque d'assistance. Sésame d'élite existe il y a de cela 6 mois. Il compte mettre en place un réseau de médecins qui ont pour mission principale d'orienter les patients en fonction de leurs spécificités. Au Libéria, après les urnes, l'attente des résultats qui consacreront le nouveau président, l'heure est au dépouillement des votes au lendemain du second tour de la présidentielle qui a opposé l'ex-gloire du foot africain Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Le déroulement de ce second tour est salué par les observateurs internationaux
non, ainsi que par la Commission électorale nationale. Le dépouillement est en cours au Libéria où avait lieu ce mardi le deuxième tour de la présidentielle entre l'ancienne star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Les observateurs internationaux ont globalement salué la bonne tenue du scrutin, à l'instar de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan venu superviser le comptage des voix. Je répondrai à ceux qui seraient tentés de contester l'issue du scrutin que dans chaque élection, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de match nul. Au football, il peut y avoir égalité. Dans une élection, quelqu'un doit gagner. La Commission électorale nationale s'est aussi félicitée de l'absence d'incidents majeurs. Le premier tour avait été marqué par le recours du candidat arrivé troisième qui avait dénoncé des fraudes. Jusqu'ici, le processus électoral du deuxième tour s'est déroulé dans le calme, avec de nombreuses améliorations depuis le scrutin du 10 octobre 2017. Le scrutin pourrait marquer la première alternance démocratique en plus de 7 décennies au Libéria, un pays pauvre, meurtri par une guerre civile et plus récemment l'épidémie d'Ebola. Favori pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, qui ne pouvait pas se représenter, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain George Weah s'est dit sûr de sa victoire en allant voter. Il avait recueilli 38% des voix au premier tour. Son adversaire Joseph Boakai, qui a contesté pendant des semaines l'issue du premier tour, a promis de se plier aux résultats des urnes sous réserve qu'il respecte toutes les normes. Il devrait être connu dans les prochains jours. Cette même élection est unanimement commentée dans les quotidiens du jour. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Dépôt Sonabi à Cotonou, un exemple concret de la coopération Burkina-Bénin, titre l'Observateur Palga. Un dépôt visité par le ministre en charge de la coopération Alpha Bari lors de la clôture de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina et le Bénin. Une session à l'issue de laquelle 9 accords ont été signés en vue d'insuffler un nouvel élan aux relations diplomatiques entre les deux pays, précise aujourd'hui au Faso. Ces accords portent entre autres sur la coopération militaire et technique, la santé, le transport, le transit, l'assistance internationale et l'information, renchérit ce journal. Second tour de l'élection présidentielle libérienne, les journaux reviennent encore à la charge. Aube nouvelle, vieux démon, titre aujourd'hui au Faso à ce propos. Pour ce journal, c'est peut-être le moment pour des âmes innocentes de goûter à la sérénité, d'expérimenter ce qui semblait être un luxe pour elles depuis tant de temps. Élire tranquillement un nouveau chef d'État sans être en train de chercher des responsables d'atrocités à juger. Ainsi, pour la première fois, les Libériens vont être vraiment libérés du joug de leur passé. Pendant ce temps, Sidoya table sur la victoire de George Weah pour ce dernier duel entre les deux géants. Le quotidien d'État parie que l'ex-sociétaire du PSG et du Milan AC va écraser la concurrence, à moins qu'un miracle électoral ne se produise en terre libérienne, nuance-t-il. Mais note cependant qu'il marche à pas assurés sur un boulevard car ayant remporté 11 provinces sur les 15 du pays au premier round. Peu importe le vainqueur, retorque l'observateur Palga, pourvu que la paix soit. Quant au journal Le Pays, il se penche sur l'opération de charme du président turc à travers l'Afrique, une opération qui a essentiellement des enjeux économiques. D'après ce journal, l'on ne peut reprocher à Recep Tayyip Erdogan de chercher à soigner son image tout en voulant ratisser large. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite au programme sur la télévision du Burkina.